Un orateur doit maîtriser son ancrage. L'ancrage, c'est la posture que nous vous conseillons d'adopter lorsque vous êtes face à un auditoire. Dites-vous bien que l'ancrage, c'est le point d'équilibre du corps. L'ancrage fonctionne lorsque vous êtes debout, immobile, lorsque vous vous déplacez, mais aussi lorsque vous êtes assis. L'ancrage va vous permettre de gagner en stabilité et d'avoir des appuis solides. L'ancrage vous permet d'éviter de vous balancer, d'aller d'avant, en arrière, ou de faire des déplacements que vous n'avez pas voulu. Le problème de cette gesticulation, c'est qu'elle va installer votre corps dans un tempo, et un tempo unique. C'est-à-dire que si vous vous déplacez tout le temps comme ça, votre voix ne pourra aller qu'à ce tempo-là. La voix va toujours au tempo du corps. Lorsque vous gesticulez de cette manière, vous vous agitez. Ce n'est pas un déplacement que vous avez choisi. Le souci, c'est que vous allez commencer à perdre confiance. Si vous commencez à envoyer votre corps ici ou là, sans ancrage, vous allez envoyer en fait un message à votre cerveau qui va être un message de mer agitée. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'agite aussi. Eh bien oui, dur de lui demander à lui d'être le seul organe qui soit calme quand tout le reste de mon corps s'agite dans tous les sens. Donc il est important de prendre la décision de s'ancrer et de s'y tenir. Alors, est-ce que je peux me déplacer? Mais bien sûr que vous pouvez vous déplacer. Il est même conseillé de se mettre en mouvement, sauf que vous devez avoir une bonne raison. Et lorsque vous vous êtes déplacé, ensuite, vous vous ancrez. Je vous propose maintenant de travailler la posture et l'ancrage. La posture et l'ancrage en marchant. Commençons par la posture. Quand on marche, le plus naturellement possible, on a les bras le long du corps détendus. On n'a pas les bras devant, on n'a pas les bras derrière, on n'a pas non plus les mains dans les poches. Les épaules doivent être basses et les bras détendus, ballants le long du corps. Au niveau de la tête, lorsqu'on marche, on ne regarde pas ses pieds, on ne regarde pas en l'air, on regarde devant nous vers où on marche. Pour ça, je vais vous demander d'avoir le menton à la parallèle du sol. Vous devez avoir tout simplement un regard panoramique. J'ai les bras le long du corps détendus, les épaules basses et le menton à la parallèle du sol. Travaillons maintenant l'ancrage, le point d'équilibre du corps lorsque vous marchez. Prenons un exemple. Vous rentrez dans une salle de réunion avec une vingtaine de collègues. Vous faites votre réunion. Une fois que c'est terminé, vous quittez la salle et là, un autre groupe de 20 personnes rentre dans la salle pour faire sa réunion. Sauf que vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous avez oublié votre veste dans la salle. Vous allez donc devoir taper à la porte, dire « Excusez-moi, j'ai oublié ma veste » et traverser toute la salle pendant que les gens vous regardent. Et assez souvent, ces gens prennent cette démarche, vous savez, ce qu'on appelle la démarche de marcher sur des œufs. Voilà. Et assez souvent, ces personnes en faisant ça nous disent « Faites comme si j'étais pas là ». C'est un petit peu compliqué. On va plutôt nous vous conseiller de marcher ancré. Voilà sur quoi il faut se concentrer pour marcher ancré. L'équilibre du corps ne se trouve pas au niveau des pieds, mais au niveau du bassin. Lorsque vous venez en appui fort sur votre pied avant, je vais vous demander de trouver cette sensation que vous vous asseyez sur votre bassin. Donc vous allez vous déplacer lentement en ayant cette sensation, à chaque fois que vous venez poser un pied au sol, de vous asseoir sur votre bassin. Toujours pareil, on ne regarde pas ses pieds, on a le regard panoramique. Entraînez-vous à marcher en ayant cette sensation d'assise sur le bassin. Commencez à marcher lentement, puis au fur et à mesure, accélérez l'exercice, marchez de plus en plus vite. Pour compliquer l'exercice, vous pouvez aussi installer des chaises dans un périmètre et vous amuser à voyager entre les chaises. Vous accélérez, vous ralentissez et vous ne devez rentrer dans aucune chaise. Pour vous, les chaises sont des obstacles. Vous devez éviter un obstacle en vous asseyant sur votre bassin. C'est votre bassin qui va vous aider à changer de trajectoire. Je vous laisse vous entraîner pour ces deux exercices.
Les parasites. Il existe deux types de parasites. Il y a les parasites physiques et les parasites oraux. On va commencer par les parasites physiques. Parasite physique, par exemple, c'est je joue avec ma bague pendant que je parle. Je me touche derrière la tête. Je remets tout le temps mon pantalon. Je fais des allers-retours en me déplaçant. Je n'ai pas de raison particulière de faire ce genre de choses, mais je les fais inconsciemment. C'est ça, un parasite. Il y a aussi les parasites oraux, qui sont des mots qui vont revenir de manière récurrente. Voilà, ou donc, effectivement, eux, vous savez, c'est eux qui viennent mettre du lien dans toutes nos séquences de texte. Ça, ce sont des parasites oraux qui ne servent à rien. Donc il y a des parasites physiques et des parasites oraux. Quel est le problème du parasite? Qu'est-ce qu'il vient parasiter? Il vient tout simplement parasiter le message que vous êtes en train de faire passer. Pour détecter vos parasites, je vous propose de réaliser l'exercice suivant. Vous allez prendre votre téléphone ou un caméscope et vous allez vous filmer pendant 1 minute en train de faire une présentation. Vous devez vous filmer de la tête aux pieds. Vous faites 1 minute de présentation personnelle ou professionnelle, ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre présentation, vous regardez la vidéo et vous allez devoir détecter quels sont vos parasites oraux ou physiques. C'est à vous. Bonjour, je m'appelle Alban Galzin, je suis formateur et coach de prise de parole en public et je vous remercie de participer à cette formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je parle très vite et ensuite, je suis monorhythmique. Eh bien oui, je fais tout au même rythme, même si je vais vite. Lors d'une prise de parole en public, on a toujours peur d'endormir son auditoire. Et c'est souvent pour ça qu'on va trop vite. Il faut donc lutter contre cette idée reçue. Ce n'est pas en allant vite qu'on ne va pas endormir le public. Ce n'est pas non plus en allant lentement. C'est en mettant du rythme. Alors, d'après vous, quelle est la différence entre le tempo et le rythme? Alors, le tempo, c'est une cadence. C'est toujours la même cadence. Le rythme, c'est différent. Le rythme, c'est un changement de tempo. Dites-vous bien que naturellement, notre corps choisit le tempo. C'est beaucoup plus reposant, c'est beaucoup moins fatigant. Ça veut juste dire que lorsqu'il va falloir mettre du rythme, nous allons devoir y penser. Il existe un outil indispensable pour mettre du rythme, c'est le silence. En dehors de mettre du rythme, le silence va aider votre auditoire à assimiler ce que vous venez de lui dire. N'oubliez pas que votre auditoire a 3 fois plus de choses à faire. Vous êtes messager, orateur, votre public doit écouter, comprendre, mémoriser. Donc laissez-lui le temps de faire ce travail. La chose la plus importante en prise de parole en public, c'est de faire et de regarder. Je fais, je regarde. Je fais, je regarde. Trop de gens ne font que faire. Pour travailler le rythme, je vous propose 2 exercices. Un exercice de rythme vocal et un exercice de rythme physique. Commençons par le rythme vocal. Nous allons choisir une phrase. La phrase, c'est « un bon vin blanc ». Nous allons la dire 4 fois de manière complètement différente, en appuyant à chaque fois sur des mots différents. La première fois, je vais appuyer sur « un ». Un bon vin blanc. La deuxième fois sur le deuxième mot, la troisième fois sur le troisième mot, et la 4e fois sur le 4e mot. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. La première fois, j'appuie sur un. Je mets en avant le côté quantitatif. Un bon vin blanc.
La deuxième fois sur le côté bon, sur le côté qualitatif. La troisième fois, c'est du vin que je veux et pas autre chose. Et la quatrième fois, c'est du blanc et pas autre chose que je veux. On reprend. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. C'est à vous pendant 1 minute. Pour l'exercice de rythme suivant, je vais vous demander de choisir un espace où vous pouvez vous déplacer assez librement. Vous allez devoir travailler le rythme physique. Vous allez marcher et utiliser des démarches différentes. Chaque démarche aura son propre rythme. Vous commencez avec une première démarche sur 10 secondes. Je choisis, moi, par exemple, de marcher avec cette démarche pendant 10 secondes. Vous comprenez pourquoi, hein, bien sûr, il vous faut de la place. Pendant 10 secondes, je marche comme ça. J'essaie de comprendre quel est le rythme de cette démarche. Je m'arrête. Je réfléchis à une autre démarche, avec un autre rythme, par exemple. Je me déplace comme ça. Je m'arrête. Ma prochaine démarche va peut-être être celle-ci. Vous pouvez marcher, faire des gestes, etc. L'objectif, ça va être de changer de rythme à chaque fois que vous commencez une nouvelle démarche. Faites l'exercice pendant 2 minutes. C'est à vous de jouer. La maîtrise de la diction est l'un des fondamentaux pour réussir sa prise de parole en public.
Une bonne élocution influence grandement l'écoute de l'auditoire, qui peut se lasser facilement lorsqu'il doit faire des efforts pour vous comprendre. L'impact de votre prise de parole en public ou face caméra dépend directement de votre diction. Alors, si vous vivez régulièrement une de ces situations précises, vous avez des difficultés à prononcer des mots correctement, vous parlez en serrant les mâchoires, vous butez sur des mots, on vous fait souvent répéter lorsque vous parlez en public, ou vous avez le sentiment de ne pas être compris, eh bien, travaillez votre diction. Cela s'apprend et on peut s'entraîner, comme la gymnastique ou le piano. L'articulation, c'est la moindre des choses que vous devez à votre auditoire, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à préparer votre fond. L'articulation va vous permettre de gagner 20% d'émissions vocales en plus. Donc pour les gens qui ont une petite voix ou qui ont tendance à ne pas parler assez fort, sachez que rien que d'articuler, vous allez gagner en puissance vocale sans forcer. Deuxième chose, l'articulation va vous aider à ralentir votre débit vocal. Dites-vous bien que 90% des gens parlent beaucoup trop vite. Si vous articulez, vous allez ralentir. Dernière petite chose, l'articulation va vous aider à trouver votre rythme respiratoire à l'intérieur de votre phrase. Pour travailler la diction et l'articulation, je vous propose 5 exercices. Pour commencer, un exercice de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Vous allez donc fermer la bouche et avec votre langue, faire tourner la langue entre les dents et les gencives. Faites attention de ne pas faire les choses de manière mécanique. Essayez de comprendre quel est le contact avec la langue, quel est le contact avec les dents et le contact avec les gencives. Vous pouvez faire l'exercice pendant 1 minute. C'est à vous. Deuxième exercice, on va commencer à envoyer des sons. Le premier son qu'on va envoyer est le son x. X. Le son x s'obtient en tirant la bouche. X. Lorsque vous tirez la bouche, ne tirez pas uniquement les lèvres, mais tirez tous les muscles possiers pour tirer un maximum cette bouche vers l'extérieur. X. X. Et vous le faites plusieurs fois. X. X. N'hésitez pas à revenir à la position de départ. Évitez le x, 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 figé. Non, je tire, je reviens. Je tire, je reviens. X, 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 x. C'est à vous pour 1 minute.
Le deuxième son que vous allez envoyer, c'est le son tch. On a tiré, tch, on pousse. L'objectif, c'est de faire le tuyau. Pousser les lèvres un maximum. Tch, tch, tch. Toujours pareil, je reviens à la position de départ. Je pousse, je reviens. Je pousse, je reviens. Tch, 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 tch. C'est à vous pendant 1 minute. Troisième exercice, on va travailler les voyelles. On va travailler des boucles de voyelles qui vont être A, E, I, O, U. Cette boucle de voyelles, on va la dire 3 fois, sur une seule expiration. Ça va faire A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A. Ensuite, on reprendra de l'air pour pouvoir lancer une deuxième boucle. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, etc. N'hésitez pas à surarticuler. Articuler, articuler, articuler. C'est à vous pendant 1 minute. On va continuer en rajoutant des consonnes à notre boucle de voyelles. Nous avions A, E, I, O, U. On va choisir la première consonne de l'alphabet qui est le B. Ça va faire ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu, ba, be, bi, bo, bu, ba. Toujours pareil, en surarticulant. Vous allez donc faire toutes les consonnes de l'alphabet. Ba, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, u, ka, ke, ki, ko, ku, etc. C'est à vous. Avant-dernier exercice, nous allons travailler 3 phrases de diction. En phrase de diction, nous avons un opérateur téléphonique qui fait ses publicités avec ça depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Soch.
Soch travaille dans ses publicités le fait de nous faire croire que c'est impossible de dire correctement « je suis passé chez Soch ». Qu'est-ce qui est difficile dans « je suis passé chez Soch »? Je suis passé chez Soch. Rien. Absolument rien de difficile dans « je suis passé chez Soch ». La seule chose qui est difficile, c'est lorsqu'on commence la phrase. Si on commence à penser à la fin de la phrase, si je ne vis pas l'instant présent de ma phrase, je vais sûrement me prendre les pieds dans le tapis. Je suis passé chez Soch. Il n'y a aucun obstacle. La première phrase de diction que nous allons travailler, c'est « Natacha n'attacha pas son chat Sherpa qui s'échappa, ce qui fâcha Natacha ». Alors vous allez voir, une phrase de diction, c'est très simple à dire à partir du moment où on comprend ce qu'on raconte. Je vous raconte l'histoire. Natacha, c'est le prénom d'une petite fille. Natacha, elle a un chat qui s'appelle Sherpa. Donc, Natacha n'attacha pas son chat Sherpa. Qui s'échappa? Ce qui fâcha Natacha. Natacha n'attacha pas son chat Sherpa. Qui s'échappa? Ce qui fâcha Natacha. Une phrase de diction, c'est un exercice technique. Vous devez la dire de manière linéaire, voire robotique, et toujours à la même puissance. Natacha n'attacha pas son chat Sherpa qui s'échappa, ce qui fâcha Natacha. Vous devez dire cette phrase sur une seule expiration. C'est à vous. Deuxième phrase. Didon, dina, dit-on, du dos, dindon, du dindon. Je vous raconte l'histoire. Didon, c'est le prénom d'une petite fille. Donc, Didon, dina, verbe dîner au passé. Didon, dina, dit-on, c'est presque une rumeur un peu cette histoire. Donc, Didon, dina, dit-on, alors qu'est-ce qu'elle mange? Du dos d'un dodu dindon. Voilà, Didon, dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. On la fait toujours pareil de manière robotique, pas vite, mais très articulée et sur une seule expiration. Didon, dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. Didon, dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. C'est à vous. Dernière phrase. Attention, cette phrase est compliquée. Facile à retenir, mais compliquée à dire. Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. Je vous raconte l'histoire. Le fisc, tout le monde connaît, ça va? Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. La première partie qui est difficile dans cette phrase, c'est les deux premiers mots. Le fisc fixe, étant donné qu'il y a une inversion de son. Le fisc, c'est ce que, et fixe, c'est que ce.
Donc faites attention à ce départ. Le mot le plus difficile à dire de cette phrase, c'est exclusivement. Soyez bien propre et prenez bien le temps de dire exclusivement. Nous reprenons la phrase. Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. Le fisc fixe chaque taxe fixe exclusivement au luxe. On articule bien, on prend le temps, c'est à vous. Pour terminer, je vous propose un exercice de puissance vocale et d'adapter la puissance de votre voix en fonction d'une situation. Dans cet exercice, la situation est très simple. Vous allez vous mettre face à un mur à peu près 3 ou 4 mètres. Lorsque vous serez loin du mur, votre voix sera très forte. Vous réduirez la puissance de votre voix quand vous commencerez à vous rapprocher du mur. Vous allez tester votre voix sur le son A. Je vous montre. Je suis au plus loin du mur. Ah! Et je vais réduire la puissance vocale quand je vais me rapprocher du mur. Ah! Vous allez vous amuser à faire l'accordéon. Plus vous vous rapprochez du mur, moins la voix est forte. Plus vous reculez du mur, plus la voix est forte. Alors faites attention, n'hésitez pas à reprendre de l'air. Parlez fort, ça va vous demander de l'air, donc de la respiration. N'attendez pas d'avoir perdu tout votre air avant d'en reprendre. Je vous montre. Ah! J'ai perdu 50% de mon air. Je reprends de l'air. Et c'est à vous de jouer pendant 2 minutes.
Oui, bien sûr, regardez les gens dans les yeux. Ayez un regard complice, bienveillant, ouvert. Le regard permet de capter l'attention de votre auditoire. Donc n'hésitez pas à aller chercher le regard des gens qui sont en face de vous. Voici 4 conseils pour utiliser votre regard. Premier conseil, lorsque vous entrez dans une salle ou sur une scène, regardez directement votre public. Et même si la salle peut être intimidante, vous devez établir le contact. Deuxième conseil, regardez bien tout le monde sans vous limiter à balayer la salle du regard. Le balai, on le garde pour faire le ménage. Si le public est nombreux, vous devez déterminer différents repères dans l'espace, en posant votre regard sur les points les plus hauts ou les plus éloignés, puis ensuite vers le plus bas ou le plus proche. Appliquez cette règle même si votre public se trouve dans l'obscurité et que vous ne le voyez pas, car votre public, lui, vous voit. Chacun se sentira concerné par ce que vous dites et vous éviterez de perdre une partie de l'assistance au cours de votre intervention. Troisième conseil, gardez toujours le contact visuel avec le public, même si vous présentez des slides. Ne donnez pas l'impression que vous parlez à votre slide. Ce n'est pas à lui que vous délivrez des informations, c'est aux gens qui sont dans la salle. Donc parlez-leur et regardez-les. Quatrième conseil, offrez un regard empathique. Ça permettra de renforcer le sentiment que vous vous intéressez à votre public. Rappelez-vous que lorsqu'on prend la parole, c'est pour communiquer. Vous êtes là pour transmettre un message et non pour délivrer un fardeau. C'est aussi en regardant le public que l'on progresse. Il est votre miroir. Si vous lui souriez, il vous le rendra. Les cibles de déplacement. L'objectif de cet exercice est de vous entraîner à aller d'un point A à un point B sans regarder le sol. Vous allez regarder essentiellement l'endroit où vous vous déplacez. Vous allez vers une porte, regardez la porte. Vous allez vers une chaise, regardez la chaise. Et ne regardez pas le sol qui va vous amener à la porte ou à la chaise. Vous êtes chez vous, dans une salle de réunion, prenez un petit peu d'espace quand même, vous installez des chaises un petit peu partout. Plus vous allez pouvoir faire des trajectoires importantes, plus vous allez travailler. Je m'installe sur cette chaise. Je me suis fixé pour objectif d'aller m'asseoir sur cette chaise en face, donc bien sûr, je vais la regarder, mais avant de partir, je vais choisir le tempo avec lequel je vais me déplacer. Je vais décider d'aller m'asseoir sur cette chaise avec une démarche très calme. Tout au long de ma trajectoire, j'ai regardé ma chaise. Je n'ai pas regardé le sol qui m'a amené à la chaise. Je vais maintenant m'asseoir sur cette chaise de manière un petit peu plus dynamique. Je regarde la chaise. Et je viens m'asseoir. Installez maintenant des chaises tout autour de vous. N'hésitez pas à aller travailler sur des distances assez longues. Et choisissez un tempo différent à chaque déplacement. Si au premier déplacement vous êtes allé vite, essayez de ralentir sur le deuxième, etc., etc., etc. N'hésitez pas à faire l'exercice sur 2 ou 3 minutes. C'est à vous de jouer.
les cibles regard. Alors, maintenant que vous savez qu'il faut regarder les gens dans les yeux, est-ce que vous connaissez le pourcentage de temps que l'on passe dans les yeux de la personne lorsque l'on discute en face à face? En moyenne, nous passons à peu près 30% de notre temps dans le regard de la personne qui est en face de nous. Sauf que vous allez avoir des gens qui vont vous demander beaucoup plus que ces 30%. Nous allons donc nous entraîner à être à l'aise en regardant quelqu'un beaucoup plus que 30% du temps de la discussion. Réalisez l'exercice suivant. Vous vous mettez une distance à peu près de quelques mètres et vous allez devoir regarder en fait la personne dans les yeux, ancré, les épaules basses. Pendant 1 minute, vous ne décrochez jamais de son regard. Vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes détendu, vous devez respirer, vous avez le droit de cligner des yeux, mais vous ne devez jamais quitter la cible regard de la personne qui est en face de vous. Faites des essais sur 1 minute. Une fois que vous avez terminé cette minute, quittez le regard de la personne et détendez les yeux. N'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois, vous allez voir que vos yeux vont se détendre au fur et à mesure des exercices. Si vous êtes seul, ce que je vous propose, c'est de vous mettre face à un miroir. Mettez-vous face à un miroir, assez loin, par exemple à 3 ou 4 mètres du miroir, et regardez-vous dans les yeux pendant 1 minute. Vous avez toujours le droit, bien sûr, de cligner des yeux, vous ne devez juste pas changer de cible regard. Vous restez dans le regard de la personne, c'est-à-dire vous. Vous referez un essai d'1 minute en vous rapprochant du miroir, puis un autre essai d'1 minute en vous rapprochant encore du miroir. L'objectif pour vous est d'aller tester des distances différentes. N'hésitez pas à faire 1 minute très très proche du miroir pour vraiment vous regarder dans les yeux, tout en gardant toujours le regard détendu. Si vous êtes seul, je vous propose ce dernier exercice. Vous vous installez devant le miroir de votre salle de bain. Vous avez tout installé autour de vous, vous vous regardez dans les yeux. Vous allez devoir réaliser, tout en vous regardant dans les yeux, toutes les actions qui vous amènent à vous brosser les dents, sans jamais vous quitter du regard. Vous allez devoir attraper votre brosse à dents, attraper le dentifrice, enlever le bouchon, mettre le dentifrice sur la brosse à dents, mettre l'eau, etc. Mais toujours en vous regardant les yeux dans les yeux. Vous allez sûrement faire des actions qui vont attirer votre regard. Vous ne devez jamais quitter votre regard dans le miroir. Entraînez-vous plusieurs fois et comptez le nombre de fois où votre regard va décrocher. Lorsque vous serez à 0 décrochage, vous aurez gagné. Amusez-vous bien. Savoir quoi faire de ses mains quand on prend la parole en public. C'est une préoccupation très fréquente. Dans une conversation au quotidien, on ne se pose même pas la question. Par contre, dès qu'on est en représentation, les mains semblent comme désœuvrées. Les mains ne doivent pas être en décalage avec le reste du corps. Elles doivent être en harmonie. Alors on nous demande souvent quoi faire de nos mains lorsqu'on prend la parole en public. C'est un peu comme si on nous demandait que faire de ses yeux, de ses jambes ou de ses oreilles. Les mains ne sont pas un outil qu'on vient de nous coller au bout des bras. Elles sont l'extrémité des bras et expriment les gestes. Elles sont le prolongement de votre énergie corporelle qui part du cerveau et qui va jusqu'au bout des doigts en passant par le bras. Les mains doivent refléter ce qu'on a à dire. Chaque fois que vos mains sont flottantes ou figées, c'est l'énergie de votre intention qui est flottante ou figée. Vos mains sont court-circuitées et vous vous privez d'un outil essentiel pour vos prises de parole en public. Les mains doivent être devant, au service de votre discours. Souvent, les mains viennent appuyer les moments clés, les moments importants de votre oralité. Donc en fait, les mains doivent être devant, détendues. Le plus important, c'est qu'elles soient détendues. Quelle que soit la position que vous allez leur donner, celle-ci, 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 elles doivent être détendues.
Les épaules doivent être basses. Évitez les épaules hautes comme ça, qui vont très souvent amener vos mains au niveau de la poitrine. Non, non, baissez les épaules et les mains sont détendues. Les bras sont à l'équerre, les épaules sont droites. Lorsque vous parlez à un auditoire, les gens vous regardent de la tête aux pieds. Ils scannent en fait à qui ils ont affaire, quelle est cette personne qu'ils ont en face d'eux. Lorsque vous commencez à leur parler, le fait de mettre les mains devant va inviter votre auditoire à vous regarder en plan américain, sur cette partie-là. Vous commencez à parler aux gens, vous les amenez ici. Si vous voulez commencer à intéresser les gens, il va falloir les amener dans votre regard. Savoir vivre l'instant présent. On passe nos journées à essayer d'anticiper ce qui va se passer tout à l'heure, demain, dans 6 mois, dans 10 ans. La problématique, c'est que notre vie est faite uniquement d'instant présent. On ne vit que du présent. Donc en prise de parole en public, on va vous demander de vous concentrer sur ce que vous vivez dans le présent. Je vous donne un exemple. J'ai 5 séquences de texte à faire passer à mon auditoire. Si pendant que je suis en train d'envoyer ma séquence 2, je réfléchis à ce que je viens de dire dans la 1, parce que j'ai peut-être un mot qui va me manquer pour la 3, ça va être compliqué pour moi de rester concentré sur ma séquence 2. Je fais les choses les unes après les autres. Je m'occupe de ma séquence 1, je termine ma séquence 1, je peux ensuite passer à ma séquence 2. Et je ne commence pas à penser à ma séquence 2 pendant que je suis en train de finir ma séquence 1. On fait les choses les unes après les autres. Votre corps et votre esprit doivent être au même endroit. La plupart du temps, votre esprit s'échappe pour éviter une situation qu'il trouve désagréable. C'est une réaction réflexe pour gérer le stress. Le pire est que vous ne vous en rendez pas compte. Pourtant, être présent vous permet, en pleine conscience, de vivre ce que vous vivez et améliore vos performances d'orateur. Vivre l'instant présent, c'est se situer dans l'instant présent. C'est vivre et incarner votre discours au moment où vous le prononcez. Souvent, dans le secret de leur esprit, les personnes sont dans l'avant, en mode rétrospection. Ce qu'elles ont oublié de dire, ce qu'elles ont mal fait. Ouh là là, j'ai bégayé, j'ai un trou de mémoire. Ou ce qu'elles doivent dire après. C'est-à-dire qu'elles s'auto-observent en train de parler au public. Il ferait mieux d'être dans le partage. Il arrive ce qui doit arriver quand on est dans cette situation. Si cette personne a tendance à s'auto-juger un peu trop, elle retombe dedans. La conséquence, c'est de ne plus être en synchronicité avec son public. Le lien disparaît et on devient un fantôme de nous-mêmes. Vivre l'instant présent, c'est prendre le contrôle de soi-même, de sa présentation, de son rythme, de sa respiration, de ses regards, vous l'avez compris, de tout ce qui va donner de la qualité à votre oralité. Pour vous entraîner à vivre l'instant présent, je vous propose de réaliser cet exercice. C'est un exercice qui va vous obliger à être concentré uniquement sur ce que vous faites. Si vous avez la tête dans le passé ou la tête dans le futur, ça va être un petit peu compliqué. C'est un exercice que vous pouvez reproduire pour vous centrer sur ce que vous avez à faire avant une présentation. Vous vous isolez pendant 5 minutes par exemple et vous réalisez cet exercice, ça va vous permettre de vous centrer. Voici l'exercice. Nous allons réaliser des boucles de 5 temps parlé, 5 temps marché. Ce sera notre première boucle. Notre deuxième boucle sera toujours 5 temps parlé, mais cette fois-ci, il n'y aura plus que 4 temps marché. La boucle d'après, on aura toujours 5 temps parlé, mais 3 temps marché. En fait, on va enlever un temps marché à chacune des boucles. Je vous explique.
Bien sûr, quand vous faites l'exercice, vous regardez devant vous, bien sûr, vous ne regardez pas vos pieds. Première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième boucle, je passe à 4 temps marchés. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 3 temps marchés. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, je n'accélère jamais. Je passe à 2 temps marchés. 1, 2, 3, 4, 5. Un temps marché. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier sur place. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai jamais accéléré le tempo. À vous de jouer. Être ouvert. L'ouverture, c'est la bonne attitude que vous devez adopter lorsque vous êtes face à un auditoire. L'ouverture va inviter les gens à vous regarder, à vous écouter. On a tous fait partie d'un public un jour, et on a toujours préféré regarder quelqu'un d'ouvert, de sympathique et de souriant. Si vous adoptez la posture ouverte, vous allez aussi gagner énormément en aplomb. Si vous gagnez en aplomb, vous allez gagner en professionnalisme. Par contre, vous allez voir, l'ouverture va vous demander de l'engagement, de la générosité, mais ne vous inquiétez pas. Personne ne vous en voudra d'être généreux. Imaginez-vous en train de faire une présentation en étant fermé et en essayant de mettre en place tous les outils que nous venons de parcourir ensemble. Le regard, la respiration, l'ancrage, l'articulation, le rythme. Vous vous y voyez en train de ramer? Maintenant, imaginez-vous ouvert, en train de faire la même présentation. Vas-y. C'est plus fluide, non? Voilà, si vous voulez libérer votre corps et votre esprit pour le rendre disponible pour que vos outils d'oralité s'expriment, prenez cette décision d'être ouvert et souriant. Vous allez voir, ça change tout.